Ça semble bon. Ça semble bon? OK. Ouais. L'idée, c'était d'aller débunker un petit peu les espèces d'idées préconçues qu'on peut avoir et ça, c'est basé sur quoi? Bah, sur, 10 ans d'accompagnement puisque depuis 10 ans, j'accompagne des équipes. Alors au début, j'accompagnais plus sur l'agilité, c'était plus, à la mode, c'était plus demandé et c'était encore, tendance. Aujourd'hui, je me suis centré exclusivement sur le craft. Pour moi, le craft faisait partie du mouvement agile, mais depuis quelque temps, il y a eu un divorce entre les devs et l'agilité, donc je me centre uniquement sur le craft dans cette présentation. Et donc depuis 10 ans que j'accompagne les équipes, j'ai vu des patterns qui se ressemblaient beaucoup et il se trouve que moi, je suis coach professionnel, je me suis formé à l'accompagnement au changement et je me suis dit quand même, c'est dommage de voir les coachs. Alors, je vais parler de coach, mais au sens très large du terme, parce qu'en fait, il y a le coach qu'on va faire intervenir de l'extérieur, mais il y a aussi le coach interne, c'est-à-dire le passionné en interne qui est convaincu que ce sont des super outils, qui souvent, bien souvent, se retrouve un peu seul dans la démarche et a envie d'embarquer un peu son équipe avec lui. Et il a bien raison, parce que je pense que ça amène beaucoup de choses en général dans les projets. Mais on va voir que c'est pas un chemin facile. Alors il y a une espèce d'histoire un peu banale, alors évidemment c'est caricatural, mais comme toute caricature, elle est pas complètement non plus infondée. Comment on en arrive en général au craft? Tu vois? Comment est-ce qu'on en arrive à se dire, par exemple: «Tiens, il va falloir écrire des tests»? En général, sauf si on injecte du sang, déjà contaminé, on va dire. Oh non, j'aime pas ce mot, c'est pas joli. Mais en tout cas des gens qui sont infectés au TDD, par exemple. En dehors de ça, moi, quand j'arrive dans les entreprises, j'ai souvent cette histoire. Ça démarre par un feu en prod. Là, il y a un feu en prod et bon, bah, on éteint l'incendie, sauf que là, cette fois, ça a été plus douloureux que les autres fois, donc on fait un post-mortem et on se dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Et dans le post-mortem, en général, on se dit: «Ah, il y a pas de test. Ah mon Dieu, ah!» Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a pas de test, c'est mal. Il faut faire des tests et là, tu as tout le monde, tel un seul homme qui dit: «Oui, il faut faire des tests» et c'est là que tu peux avoir, cette bifurcation. En tout cas, ça a été une expérience que j'ai faite plusieurs fois, de dire: «Bah, OK, on va manger du craft, parce que ça a l'air d'être une bonne solution. On va pouvoir écrire des tests, on va pouvoir utiliser des bonnes pratiques» et là, après, là, ça va dépendre un petit peu des contextes. Il y a des contextes où ça va être, un champion interne qui va émerger ou alors des contextes où on va venir faire appel à quelqu'un de tiers et en tout cas, on se dit: «Tiens, on va changer quelque chose et on va le faire parce qu'on a eu un problème». De toute façon, les démarches de changement se font en général en réaction à des problèmes, à une souffrance. Là, on a les spécialistes qui débarquent et 6 mois plus tard, bah, rien n'a changé et ça, c'est un pattern que j'ai vu tellement souvent que je me suis dit: «Mais pourquoi, en fait?» Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, des individus qui souffrent, qui ont besoin de quelque chose, qui ont de l'expertise sous la main, encore une fois, soit en interne, soit en allant la chercher, avec des gens qui sont compétents techniquement, pourquoi est-ce que ça marche pas? Ah, c'est une question aussi que que je me pose dans le sens où de notre côté, on accompagne pas mal d'équipes différentes, pas mal de contextes différents et malgré les différences qu'on voit entre une ESN, un client final, une entreprise, dans un contexte complètement particulier, c'est souvent le pattern qu'on retrouve, où ça s'essouffle un petit peu justement. Il y a cet effet, bah, voilà, on a l'impression qu'on identifie une solution, on a trouvé un petit peu ce qu'il fallait faire, mais malgré tout, en fait, par habitude, il y a rien qui évolue, réellement. Donc je suis curieux de voir ton retour effectivement sur ça et Alors de ton point c'est de vue, ouais. intéressant ce que tu dis parce que je réalise un truc, c'est que je vais pas rentrer dans le pourquoi. Mmh. Je vais pas rentrer dans le pourquoi ça marche pas. Je vais plutôt rentrer dans, les, les croyances, les visions du monde qui font que c'est limitant, en fait et qu'on n'y arrive pas. C'est une petite subtilité, mais ça va nourrir le pourquoi, si tu veux. Mais, Ouais. le but, c'est surtout d'être acteur et ouais, de casser certaines croyances, en fait. Alors encore une fois, je vois pas, mais est-ce que dans les commentaires, est-ce que ce sont des choses est-ce que c'est une histoire que vous avez déjà vécue, qui ressemble à du vécu ou pas? Je sais pas, toi, Arthur, de ton côté, ça te parle ou ça te paraît un peu trop caricatural? Et les auditeurs aussi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une caricature qui représente bien la réalité, en réalité. Ça paraît caricatural comme tu dis, mais en réalité, c'est souvent le cas. Il y a juste le côté il y a pas de test, il faut des tests.
Ça arrive pas souvent, hein, des fois, effectivement, cette volonté de rajouter un outil comme les tests, ça peut être poussé par d'expertises externes, par, uniquement certaines personnes. Donc Mmh. déjà, il y a le côté, voilà, être capable de savoir qu'on a ces outils à disposition. De plus en plus quand même ces dernières années, maintenant on le voit, hein, quand on parle de DDD, de TDD, de tout ça, les gens commencent à avoir ça en tête, mais c'est toujours très théorique, toutes ces Mmh. formations qu'on peut avoir et cetera, donc c'est très compliqué à intégrer dans un contexte concret. D'entreprise, ouais. C'est ça, et souvent c'est ça, on a ce qu'on a vu le plus en caricature, c'est des entreprises qui suivent des formations sur du TDD ou des Mmh. formations sur, du clean code ou quoi que ce soit, et puis en fait, au bout de quelques semaines, c'est même pas 6 mois, hein, c'est quelques semaines, on se rend compte qu'en fait, des gens ne le font plus parce que oui, mais on est sous les contextes de la prod, et en Oui, et fait on encore se là, tu pars d'un petit postulat qui est quand même pas neutre, c'est qu'ils aient réellement essayé de le faire. aussi, ouais, Parce que moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai changé radicalement ma pédagogie, parce que des formations où tu formais les gens pendant 2 jours, tu leur montrais un nouveau monde, ils trouvaient ça magnifique, et puis après tu te rendais compte que dès le lendemain, en fait, ils se faisaient éclater les dents dès qu'ils essayaient de le mettre. Ils essayaient 2 heures de le mettre, et puis au bout de 2 heures, ils abandonnaient parce qu'en fait, la réalité de la prod, parce qu'en fait, un espèce de code spaghetti qui est juste indomptable, enfin tellement de milliards de raisons, et en fait, finalement, ça change rien, quoi. En fait, tout à il fait, y ouais. a même des j'ai vécu des situations où j'avais l'impression d'avoir empiré les choses parce que du coup, d'avoir montré aux gars qui vivaient dans une situation très inconfortable et qu'en gros, ils faisaient de la merde, quoi, hein, pour la faire courte, ça les a frustrés plus qu'autre chose, quoi, et du coup, ça devient contre-productif. Alors, fausse idée numéro un: expliquer rationnellement suffit pour convaincre. Ça, tu vois, c'est un truc que je vois souvent. Entre techos, on est, mais on est quand même souvent branché technique, quoi, et la technique, c'est froid, tu vois? Et tu as l'expert qui arrive et qui explique à tout le monde, qu'ils font de la merde. Très exactement, tu vois? Même il y a 2 secondes, j'ai utilisé ce mot. Donc tu peux le penser, l'expert ou le sachant ou celui qui est conscient de ces choses-là, il peut penser que les autres font quelque chose qui est pas terrible. Le problème, c'est quand tu le dis. C'est non seulement de le dire, mais c'est surtout comment tu le dis. Parce que si tu arrives avec quelqu'un, tu t'assois à côté de lui, tu vois? Typiquement le coach craft qui a été mandaté, qui s'assoit à côté du mec, ils font une petite séance de binômage, et si tu fais bien comprendre à l'autre qu'il a fait du gros caca, comment va réagir l'équipe à ton avis? Arthur, qu'est-ce que tu en penses toi? S'il y a un mec qui vient à côté de toi et qui t'explique que tu as fait de la merde, même si tu sais que tu souffres, comment tu vas réagir? Ouais, ça, c'est vrai que moi, personnellement, je vais me poser des questions, mais je suis dans une démarche, aussi, toujours, d'amélioration continue, et c'est je sais pas le cas forcément de tout le monde. On est souvent dans un confort où, on a toujours fait pareil de la même manière pendant des années. Quand il y a quelqu'un qui un jour arrive avec son bâton de pèlerin et nous indique que, bah, en fait, ce qu'on fait, c'est pas bien parce qu'il faudrait utiliser tel outil, telle manière de faire et cetera. Bah, tout de suite, ça te fait ouvrir les yeux, et il y a une sorte de rejet, je pense, directement, de rejet du changement, et voilà, la Clairement, dynamite que tu mets. ça pète quoi. C'est-à-dire que ce que tu essayes d'amener, est rejeté en fait. Moi, j'ai le souvenir d'un gars qui venait d'arriver dans une entreprise que j'avais un peu accompagné, il enfin que j'avais accompagné après cette histoire-là. Il me l'a raconté, il disait qu'il était arrivé, une espèce de classe, affreuse avec des milliers de lignes de code. Le gars, il a sorti sa machette, il a éclaté le truc en plusieurs objets, il a fait un design vraiment super, enfin un truc propre quoi. Il s'est fait chier pendant plusieurs jours à faire ça. Bah, il s'est fait rejeter sa paire. Il se l'est ne je crois que c'est pire, c'est qu'il a commit et il y a eu un rollback. Ah oui, Donc tu vois? Et là et pourtant il était enfin voilà, on revient sur cette question de posture. C'est pas une question d'être le coach ou quoi. Dès lors que tu arrives avec une certaine position avec une certaine expertise, on va dire, si jamais tu fais pas attention à la manière dont tu l'amènes, et en particulier si tu penses que simplement le fait d'expliquer rationnellement va suffire pour convaincre, ah ben oui, mais regarde, si tu fais A, c'est mieux pour B, si c'est mieux pour B, c'est mieux pour C, donc tout le monde est gagnant. OK, les gens vont te dire oui intellectuellement, mais dans les faits, ils vont pas forcément changer. Pourquoi? Parce qu'en fait, la rationalité n'est pas le facteur décisif dans une prise de décision, dans un changement.
Tu La veux dire rationnali en tant que développeur, on n'est pas rationnel? ouais, je sais, c'est dur, c'est dur à entendre. Mais on reste des êtres humains, aussi socialement, incompatibles qu'on puisse être, quand on l'est, tu vois? Moi, j'ai été très longtemps socialement très incompatible, mais les êtres humains post-rationalisent, mais prennent leurs décisions sur la base d'émotions. Le changement ne peut s'appuyer que sur de l'émotion, quoi. La rationalisation va, un peu aider, à condition que ça aille dans le sens de l'émotion. Mmh. Guillaume, indique dans le chat, «Il reste le fouet alors». C'est toujours Ouais, la on y vient, l'astuce. on y vient, c'est l'idée 3 ou 4. On y vient. Le fouet, on y vient. Hem, ouais, donc moi, je vois souvent et je suis passé par là, hein, des gars qui vont t'expliquer, des tech leads, des coachs, des gens qui ont découvert un truc. Ils oublient, eux, qu'il leur a fallu, des mois, parfois des années de réflexion pour en arriver au chemin voilà, pour en arriver là où ils en sont du chemin. Et tu as cette espèce de pensée magique que parce que toi, tu as fait le chemin, les gens vont pouvoir se téléporter là où tu es du chemin. Non. Et toute la rationalité que tu vas pouvoir y mettre ne changera rien à ça. Autre point, vas-y. Arnaud indique aussi, qu'en tant que coach, il faut prendre, en compte tout ce qui est le contexte, l'historique, justement, ce qui s'est passé, quel était le contexte de l'équipe, j'imagine, tu vois? Est-ce que c'était, en fait, un projet qui a été développé par, qu'une équipe de stagiaires, qui venaient, se faire la main un petit peu sur un projet, qui était déjà sous pression et cetera? C'est vrai que quand tu arrives, ça j'ai déjà vu des gens qui arrivent avec une posture de coach en disant: «Mais vous avez pas mis de la clean architecture ou du DDD et cetera». En fait, les gens disent: «Oui, mais à la base, c'était un proto qui devait durer quelques mois et puis, évidemment, ça s'est emporté derrière parce qu'on a continué à développer dessus». Et c'est vrai que du coup, ça montre tout de suite que, la position de coach, c'est pas juste de pousser de la connaissance, enfin la connaissance qu'il a acquis à l'équipe, mais c'est aussi de s'intégrer, de comprendre le contexte et d'essayer d'aider l'équipe réellement. Complètement et merci pour cette magnifique transition sur la deuxième fausse idée où il suffit d'être expert pour transmettre. Ça illustre un peu ce que tu dis, c'est-à-dire: «C'est bon, moi j'ai acquis une certaine connaissance d'un sujet, bah, donc maintenant ça suffit, ça me suffit à, implanter dans le cerveau de quelqu'un d'autre quelque chose que je vais avoir mis moi, parfois, je te dis des mois, des années à acquérir». D'ailleurs, tu remarqueras souvent l'expert base sa légitimité sur son expertise. C'est parce qu'il est fort techniquement qu'il est expert. Bah, sauf que, on l'a vu avant, les humains, c'est avant tout de l'émotion, donc ça veut dire des compétences différentes, parce que l'expertise est insuffisante. Alors soyons clairs, elle est nécessaire. C'est-à-dire que si tu arrives pour accompagner les équipes à évoluer techniquement sur un sujet que tu maîtrises pas techniquement, tu vas passer pour un charlot. Tu ne seras pas crédible. Mais par contre, c'est insuffisant. Gérer du changement, ça s'improvise pas, ce sont des compétences particulières à acquérir. En particulier, l'empathie et l'écoute. Alors tu vas me dire: «Ouais, mais c'est vraiment des choses qui se travaillent?» Oui. Oui, oui, ce sont des choses qui se travaillent et quand je parle d'écoute, je parle de ce qu'on appelle l'écoute active, c'est-à-dire une écoute, structurée avec certaines règles, avec, une certaine manière d'écouter et si au-dessus j'ai mis un petit gars là qui soulève, de la fonte, c'est parce que encore une fois, ça se travaille, ça s'entraîne et là on rentre dans quoi? On rentre complètement dans le champ de tout ce qui est, soft skill, hein. On n'est plus du tout sur des hard skills, on n'est plus du tout sur de la tech, on est sur des compétences relationnelles essentiellement. Ah, ça veut dire que cette activité de transmission justement de savoir, hem, tu fais vraiment une distinction entre, ce que tu peux apporter techniquement, on va dire des gens qui sont experts peut-être sur un domaine ou qui sont, on va dire, des développeurs ou des développeuses, heu, très calés sur la par exemple, la partie sécurité ou accessibilité ou architecture ou test et et le la posture à apporter qui, est justement de rentrer dans cette phase d'écoute et là, c'est comme tu dis, c'est beaucoup plus orienté soft skills que des skills techniques et pour toi, en fait, les 2 sont complètement obligatoires de en commun pour pouvoir vraiment transmettre une expertise? Complètement. Alors, être expert n'est pas indispensable. Tout en fait, tout dépend de la mission si tu veux et ce sera le l'idée suivante. Être expert n'est pas indispensable. Tu peux transmettre par contre ce que tu as acquis. C'est-à-dire que tu peux difficilement transmettre ce que tu ne connais pas encore, ce que tu as pas acquis toi-même. Tu as pas besoin d'être expert d'une discipline
pour commencer à transmettre ce que tu as acquis. Par contre, très clairement, l'expertise que tu as acquise est insuffisante et d'ailleurs, tu peux être un très, très, très bon dans ton domaine et être un piètre pédagogue. C'est hyper fréquent, tu vois? Chez les chercheurs, par exemple, c'est un pattern qui se retrouve très fréquemment. Alors, il y en a qui donnent des cours, donc ça aide un peu, mais chez l'expert technique, tu vois? L'expert en sécurité, tu verras que, typiquement ou des spécialités comme ça, bah, le mec, s'il a pas développé le mec ou la fille d'ailleurs, hein, si la personne n'a pas développé des compétences sur ça, c'est pas bon et à l'inverse, tu remarqueras qu'il y a des gens qui ont développé des capacités de vulgarisation, de formation, alors qu'ils sont pas très, très bons sur leur domaine Ouais, ça effectivement, on et d'ailleurs, en re ce sont de meilleurs pédagogues. c'est ça, on l'a vu beaucoup, hein, on le voit dans des équipes où, il y a des personnes qui sont pas les meilleures techniquement, loin de Ouais. là, mais qui, sont les personnes qui font le plus progresser toute l'équipe. Bah, Parce que eux, c'est c'est des tech leads en puissance, eux. ouais et souvent, les tech leads de base qui sont désignés tech lead et qui sont, très bons techniquement, comprennent pas forcément pourquoi, ces personnes-là, beh, en fait, montent assez rapidement dans la hiérarchie. Mmh. Bah, c'est parce que justement, être tech lead, c'est pas uniquement, être très bon techniquement, c'est, pouvoir, donner du feedback, pouvoir faire progresser tout le monde et avoir une manière de le faire qui passe bien, de manière pédagogue, comme tu dis. Complètement d'accord avec ça, complètement aligné. Donc la fausse idée numéro 3, il faut être expert pour transmettre, c'est ce que je disais. Des fois, on a l'impression qu'il faut absolument être expert, diplômé, reconnu pour transmettre aux autres, alors qu'en fait non, n'importe qui peut transmettre et même c'est plutôt un avantage de pas être forcément un expert, ça peut être un avantage parce que tu tombes pas dans le biais de l'expert. Moi, quand je suis en formation avec, des débutants, il y a un vrai effort à faire pour me remettre dans leur posture. Quand ça vient de t'arriver, quand tu es toi-même encore débutant, c'est d'autant plus facile, en fait. Il y a rien de tel qu'un débutant qui est en train de progresser pour parler à d'autres débutants. Parce qu'il sait très exactement les difficultés qui vont être rencontrées, en fait. Donc, je pense on peut se libérer de ça et on peut implicitement, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est on peut sortir de l'espèce de, tu vois, d'idolâtrie ou de dogme dans laquelle on peut facilement tomber. Quand il y a l'expert qui arrive, avec des idées, assez arrêtées sur la manière dont il faudrait faire les choses, souvent en s'abstrayant du contexte réel de la boîte et qui arrive, qui assène des choses et puis, «Waouh, oui, c'est lui qui a dit ça, alors il faut faire» ou «On n'a pas le droit» ou moi j'ai souvent cette question de: «Est-ce qu'on a le droit de faire ça?» Elle me fait toujours mourir de rire cette question. N'importe qui peut transmettre et c'est plutôt cool parce que ça veut dire que dès que quelqu'un a commencé à avancer, ben, il peut transmettre aux copains, quoi. Par contre, il y a clairement un mot-clé qui est important, c'est humilité et c'est en ça que je dis ceux qui sont sur le chemin, ceux qui sont plutôt débutants, sont plus facilement humbles parce qu'ils sont en train de ramer, quoi. Dès lors qu'on devient expert, et puis en plus expert reconnu, c'est facile d'oublier ça et de tomber dans une espèce d'arrogance de l'expert. Ouais, c'est souvent, bah, je on donne aussi quelques cours, on fait des interventions dans les écoles et c'est un petit peu ce qu'on essaie d'expliquer, c'est de dire, c'est pas parce que vous êtes alternant ou stagiaire que vous avez pas le droit de proposer des choses et au contraire, vous avez peut-être un regard neuf sur des nouvelles manières de faire, qui seraient super intéressantes de pousser aux autres. Mmh, Vous devez pas être, mal vu, justement pour ça, au contraire et à l'inverse, on se retrouve avec, des contextes où des fois des gens sont là depuis, 15-20 ans, mais ils font toujours la même chose, par exemple, la même manière de faire du Java ou quoi que ce soit et c'est très dur de leur faire changer d'opinion sur les manières de faire, de leur parler justement, par exemple, de DDD, tu vois? Ou de sujets comme mmh. ça. Ils se disent: «Mais moi, ça m'a jamais aidé, j'ai pas eu besoin de ça». Mais c'est vrai que eux, quand ils vont essayer de transmettre quelque chose ou une manière de faire, on va avoir beaucoup plus de mal à les challenger pour leur dire: «Mais est-ce que c'est vraiment la bonne manière de faire?» parce que la personne va vous dire: «Oui, mais moi, je fais toujours ça depuis 20 ans, donc je suis un expert, parce que ça fait 20 ans que je fais ça. Donc en gros, tu ne peux pas me contredire parce que j'ai de l'ancienneté et que, je j'ai l'expertise justement là-dessus». Ouais, là-dedans, tu vois, si on réessaye de repartir dans les causes, il y a plein de raisons, tu vois? On peut mélanger plein de choses. Il peut y avoir de l'ego, il peut y avoir juste, pas envie de se prendre la tête, il peut y avoir, enfin tellement de choses qui se cachent derrière que, que ça c'est sans fin. Par contre, ce qui est clair et on en revient à une suggestion qui a été faite tout à l'heure sur l'usage du fouet, hem, imposer un changement est totalement inefficace. Totalement inefficace et ça, c'est un truc que j'ai, souvent vu.
La direction, le coach interne, le product manager, le tech lead, un beau jour se lève et décide de passer au craft et boum, c'est parti. Alors l'agilité, ça marchait un peu parce que, hem, ce sont des process, les process régissent les interactions entre les individus. Tu pouvais faire assez facilement ton si jamais de toute façon la sauce prenait pas, finalement c'était juste un rename des pratiques avec un petit relooking et finalement tu faisais la même chose qu'avant avec les mêmes fondamentaux, avec la même approche. C'est juste que la réunion au lieu de la faire, une fois, pendant 2 heures, par semaine, tu la faisais à raison de 20 minutes tous les jours, tu vois? Par exemple. Hem, Là, le craft, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu viens, changer la manière de travailler des gens dans leur, presque dans leur intimité, en fait, dans leur cerveau. Un développeur, tu peux pas lui imposer d'utiliser du TDD, ça marche pas, en fait. J'ai essayé pendant des années, hein, ça ne marche pas et d'ailleurs, d'une manière plus globale, le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur et surtout, comme je dis, quand ça donne mal au crâne. C'est-à-dire que si jamais c'est pas ton interlocuteur qui décide d'ouvrir la porte au changement, ça n'aura pas lieu. Il pourra faire semblant, il pourra te dire oui, mais quel élastique qui va le rattraper, qui va le remettre là où il était. Donc quand tu arrives, si en plus le gars te dit très clairement: «Mais moi je ne perçois aucun intérêt dans ton truc», tu sais que c'est perdu d'avance, en fait. Tout ce qu'on peut faire en tant qu'agent du changement, c'est aider l'autre à prendre conscience que ce serait une bonne chose pour lui, fournir le contexte qui soit propice, fournir les moyens, les ressources, mais après, quand il s'agit de faire, si l'autre ne veut pas faire, de toute façon, tu vas pas rester dans l'entreprise H24, quoi. Ça, on l'a Mais beaucoup vu effectivement, les quand tu dois accompagner beaucoup d'équipes, mmh, justement au craft, au changement, en fait, les gens sont étonnés que pour certaines équipes, ça prenne bien et pour d'autres, pas du tout. Et c'est pas une question de bah, niveau forcément d'équipe ou quoi que ce soit, quoi. non, c'est pas forcément moi le tu sais, j'ai accompagné pendant, je te dis 10 ans. Le facteur numéro un que j'ai trouvé qui faisait la différence dans les résultats, c'était l'envie. Mmh. Est-ce que l'équipe avait la niaque? Est-ce qu'elle avait envie d'y aller, quoi? Mais de loin, hein, c'est-à-dire j'avais des équipes très moyennes qui passaient au TDD en quelques semaines et j'avais des équipes où tu avais des pointures qui, 2 ans plus tard, n'avaient strictement pas changé grand chose dans leur manière de faire. Et du coup, il y a une question qui pourra peut-être arriver à la fin, qui est, est-ce qu'on doit passer au craft? Est-ce que cette équipe, par exemple, avec, des personnes qui se débrouillent peut-être assez bien et qui ont pas fait le pas du TDD, est-ce que justement c'est quelque chose qu'elles doivent avoir en ligne de mire? Ou est-ce que si, aujourd'hui ils ont pas forcément de problème, c'est pas au coach de s'en rendre compte et de, pas faire d'impasse, mais de se dire: «Bon, beh, en fait, vous avez pas de problème à ce niveau-là, qu'un outil comme, le TDD peut vous aider à résoudre, donc à la limite, on va pas forcer avec vous». Est-ce que toi, tu as déjà eu cet effet ou lors de tes accompagnements où tu t'es dit: «En fait, moi cette équipe, elle se débrouille très bien sans moi, et en tant que coach, du coup, je vais pas essayer d'aider»? Ah mais clairement! Si il y a des équipes, il y a des projets où j'accompagnais, plusieurs équipes en parallèle chez le même client et il y avait clairement des équipes où je savais que ça servait à rien. C'est pas qu'ils en avaient pas besoin, c'est juste que je savais que de toute façon je n'arriverais rien à leur Mmh. apporter parce qu'il y avait une telle hostilité par rapport aux outils que je pouvais proposer, que je savais que c'était inutile, en fait. Moi, si tu veux, aujourd'hui, quand j'ai des objections en coaching, qu'on me dit: «Oui, mais ça marche pas, ça ci, ça là, ça c'est pas possible, ça machin». Moi, je dis: «Attendez, je suis pas là pour vous convaincre. Si je suis là, c'est qu'a priori, il y a quelqu'un qui a déjà été convaincu. Moi, je suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour vous expliquer comment ça marche et après vous avez le choix de mettre en œuvre ou pas. De toute façon, moi je une fois mon accompagnement fini, je suis plus dans l'entreprise, hein. C'est vous qui gérez, quoi». Donc ouais, clairement, clairement, il vaut mieux ne pas essayer d'accompagner une équipe qui est totalement réfractaire au truc, quoi et ce qui amène à la pour moi, la solution de ça, c'est d'y aller par étapes et petites victoires. Mmh. Un système, si tu essaies de le bouger tout entier, ça marche pas. Si ça demande en fait, c'est juste que ça demande trop d'énergie, tu vois? Tu arrives, que tu sois jeune embauché, coach, machin, tu arrives dans une équipe, je sais pas, ils sont 4-5, ça fait, déjà 4 ans qu'ils travaillent sur le projet. C'est pas un truc hyper original. Tu te retrouves face à en face de toi du code qui a,
je sais pas, 16 en homme, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes petits bras musclés face à ça? Tu vas pas révolutionner le truc, quoi. Donc un système, quel qu'il soit, un système humain, en particulier, bah, tu peux le changer, heu, par petites étapes et c'est redoutablement efficace. C'est-à-dire qu'on pourrait croire des fois qu'un petit changement, bon, pourquoi on va se casser la tête pour faire ça, tu vois? Je sais pas, si on reprend l'analogie, pourquoi est-ce qu'on va se casser la tête à faire un rename? Ça va, c'est rien. Ben, en fait, non, c'est beaucoup. Parce que ces petits changements vont appeler d'autres petits changements, qui vont appeler d'autres petits changements, qui vont commencer à appeler des moyens changements, jusqu'au jour où tu as un gros changement. Donc là, pour moi, la seule manière d'amener, du changement, c'est par petites étapes, par petites victoires, sur lesquelles tu construis, en fait. Et donc pour revenir sur ta question de est-ce qu'il y a des équipes où que tu accompagnes pas? Bah oui, très clairement. D'abord, s'il y a qu'une équipe dans la chez le client, je vais vite le détecter en entretien d'avant-vente et ça tuera dans l'œuf l'initiative. Et si jamais, par contre, je sens qu'il y a de l'appétence, par exemple, je parle avec le codir, avec le directeur technique et qu'on met sur point, comme je l'ai déjà fait, 2 fois, un programme d'accompagnement de toute l'entreprise avec une centaine de développeurs ou entre 100 et 150 développeurs. Bah là, très clairement, je vais chercher les équipes qui sont les plus réceptives et c'est par elles qu'on va commencer. Parce que peut-être que par mimétisme, tu te dis que quand les gens vont voir que ça a bien fonctionné ailleurs, ils vont peut-être avoir plus tendance de se dire, «En fait, ouais, ça peut être intéressant de tester au moins l'approche». Il y a ça, tu as aussi le fait que ceux qui sont partants vont te demander beaucoup moins d'énergie que ceux qui sont réfractaires. Ceux qui sont réfractaires vont te demander une énergie de dingue, tu vas t'épuiser. Alors que dès que tu mets de ton côté les gens qui sont positifs, bah, tu diffuses en interne une énergie positive dans la direction qui paraît la plus propice. Et du coup, par contamination de proche en proche, bah oui, effectivement, tu arrives à embarquer la foule, tu arrives à embarquer le gros des troupes et les réfractaires s'isolent de plus en plus. Et soit là, au bout du bout, soit en général, ils se relient à la cause et tu as les réfractaires, les durs et les purs et durs. Mais ceux-là, c'est qu'à un moment donné, ça matche plus avec le contexte de l'entreprise. Si l'entreprise a évolué à un point où, tout ce qu'elle propose te rebute, c'est qu'il est temps d'aller voir ailleurs, tu vois? C'est pas un problème, en fait. Ah, Et tu veux les faire passer, «minoritaires» entre guilles, ces exactement. réfractaires, voilà, histoire de Parce qu'en fait, si tu simplement regardes la distribution quand tu amènes quelque chose de nouveau, en faisant l'hypothèse que ce soit quelque chose d'un peu sensé quand même, d'accord? Et que ça puisse impliquer les gens. Bah, tu vas avoir une petite partie de gens qui vont être, super partants, un bon morceau, tu vois, genre 5 de gens plutôt positifs, mais eux, ça va être un peu les early adopters que quelque part, quelque chose quoi que tu leur proposes d'un peu innovant, d'un peu sexy, ils vont y aller. Après, tu vas avoir une espèce de majorité plutôt pour. En gros, tu vois, le gros des troupes, plutôt pour. Derrière, tu as le gros des troupes plutôt bof, pas trop pour, mais pas forcément contre, voilà. Et après, à l'extrême du spectre, tu as les gens qui rallieront jamais ta cause. mmh. Bah, à un moment donné, ces gens-là, ils vont être malheureux s'ils restent. Donc l'intérêt de tout le monde, c'est qu'ils restent pas. Mais avant d'en arriver là, parce que s'ils sont là, c'est qu'ils apportent quelque chose à l'entreprise, il faut s'assurer qu'effectivement, ce soit vraiment plus compatible, voir quand même si on peut pas donner une chance à tout le monde de s'insérer dans le processus. Et puis, après peut-être il peut y avoir quelques personnes qui restent un peu en électron libre, mais en général, de toute façon, quand une personne ne se retrouve plus du tout dans le changement qu'opère son entreprise, elle change de job. Surtout dans nos métiers où c'est pas un sujet. Je veux dire, un Ouais. développeur aujourd'hui qui cherche un taf, il trouve vite, quoi. Pour peu qu'il ait un peu d'expérience, si ça dure une semaine, quoi. Donc, allez, peut-être qu'en ce moment, c'est peut-être un peu plus dur, c'est peut-être un mois. Mais c'est pas un sujet, en fait. Quelqu'un qui veut bouger, il bouge. Il y a Nicolas qui indique, un petit peu ce que tu dis aussi, c'est intéressant de trouver des alliés pour agrandir la communauté Ouais, jusqu'à atteindre une masse critique. une taille critique, exactement. Et jusqu'à ce que, ça devienne un peu hype, tu vois? Ça, c'est un vrai Mmh. sujet. Il y a un vrai sujet autour de marketer son truc en interne, quoi. Ah, je vous demande 2 microsecondes. En attendant, du coup, je reprends la question que t'a posée Michael.
Et hésitez pas d'ailleurs dans le chat à poser des questions directement dans l'onglet questions, sur, comment est-ce qu'on peut mesurer la réussite du coaching? Et effectivement, ça c'est la question qui revient beaucoup, c'est la réussite du coaching d'une part et le ROI, donc le retour sur investissement que tu peux atteindre. Parce que, souvent justement quand on parle de coaching, les gens, attendent un petit peu, justement ce retour qui doit être important. Donc est-ce que toi, Benoît, tu as mis en place quelque chose autour de ça sur, la mesure justement de l'impact de ce que tu as eu au niveau des équipes? Avant de répondre à ta question, je vais juste finir parce que c'était mon Ouais, dernier vas-y, ouais. slide et c'était un peu l'idée de te partager. Voilà, les questions que j'avais pour vous, c'est qu'est-ce qui ressemble à vos expériences dans ce que j'ai pu raconter? Quelles sont les solutions que vous avez essayées? Qu'est-ce que vous en avez appris et lesquelles ont marché? Voilà, c'était un petit peu ce que je vous proposais en diapo de fin. Alors attends, je vais partager, tac, désactiver le partage et juste partager la petite diapo Ouais, pour qu'on les ait hési sous les yeux, que ça nous serve de support et ensuite je hésitez pas à répondrai. réagir effectivement dans le chat pour répondre un petit peu à ces questions. De votre côté, comment est-ce que ça s'est passé? Et qu'est-ce que vous avez pu essayer et cetera? Et du coup, bah, en attendant qu'il y ait des questions dans le chat, Benoît, toi, sur cette question de la réussite et du ROI, qu'est-ce Bah, que ça tu penses? dépend. En fait, il y a une vraie difficulté à objectiver cette mesure-là, parce que notamment quand tu adoptes du craft, le craft, c'est quelque chose qui va avoir un impact en profondeur sur ton code et tu vas commencer à avoir dire si on mesure objectivement, ça va être par quoi? Par un espèce de taux de défaut, du support en moins, un run qui coûte moins cher. Ça va mettre des mois en fait à payer ces dividendes-là et ça Ouais, dépasse bien souvent largement en tout cas le cadre temporel des interventions que j'ai eu à faire. Donc moi, j'ai plutôt mis en place des choses très qualitatives et rien de tel que le ressenti des gens, en fait. Moi, les choses un petit peu objectives qui vont me dire qu'il y a eu un impact qui a fonctionné ou pas, c'est est-ce que les gens ont changé leur comportement et comment est-ce qu'ils évoluent là-dedans? Est-ce qu'ils se sentent plus à l'aise ou pas? Et ça, c'est vrai que c'est assez difficile à objectiver. Alors on a fait, moi j'ai fait un test sur les pratiques qui est autodéclaratif. Si on voulait vraiment avoir une mesure fine, tu te rends compte, il faudrait analyser tout le code, il faudrait regarder quelles sont les pratiques qui sont mises en œuvre ou pas. Alors je sais que vous avez une solution sur ça, je ne sais pas à quel point elle pourrait devenir un outil de mesure, pourquoi pas? Mais j'avoue que sur ça, je suis plutôt resté sur du qualitatif. ah, c'est ce qu'on voit souvent effectivement, le qualitatif, on en parlait également avec un des fondateurs de Sonar Source là, qui fait pourtant un outil de calimétrie, un Sonar pour, analyser la qualité du code et cetera, sur lequel il Mmh. y a beaucoup de métriques. Et en fait, cette personne nous disait, chez Sonar, on n'a jamais réussi à valoriser un retour sur investissement, avec des indicateurs. Donc en fait, on s'est basé que sur du qualitatif. Donc même Sonar, qui est pourtant un Waouh, outil c'est ouf, métrique, voilà, c'est ouf. même eux, ils se basaient que sur des retours et en gros, ce qu'ils nous disaient, c'est, à partir du moment où l'équipe est contente et que l'équipe trouve que ça évite des bugs et que ça leur permet de les aider, bah, maintenant, en fait, l'entreprise suit. Il y a plus il y a plus vraiment cet effet de, c'est quoi le retour sur investissement de faire du coaching pour faire progresser mes équipes. Donc, ça doit encore exister dans certains contextes, hein, mais c'est Bah, quand même surtout assez rare, je pense. tu il est hyper dur à évaluer. Tu peux essayer d'évaluer le coût des bugs, tu peux essayer d'évaluer l'impact client quand un client est fâché. Tu peux aussi regarder les choses sous l'angle du turnover. Parce que tu parles Oui, du ressenti des équipes. Une équipe où les gens sont pas bien, ça veut dire des démissions. Des démissions, ça coûte une blinde. Tiens, il y a un chiffre qui tourne autour des 50K du coût de remplacement d'un développeur. Mais enfin, je sais pas, essayer d'imaginer, moi je connais des boîtes où ils recrutent, 20 devs, 20 devs par an en turnover. Tu te dis: «Mais attends, ça fait 1 million ça sur la table en fait d'impact indirect». Et vous venez me prendre la tête parce qu'on va payer, quelques milliers d'euros une formation? Vous rigolez ou quoi? Donc ouais, si tu essayes d'avoir une espèce de mesure objective et comment tu mesures objectivement le bonheur des gens et l'envie qu'ils ont d'aller au travail et la niaque qu'ils vont mettre, l'attention qu'ils vont mettre?
je trouve que en fait, ça demande tellement d'énergie que je préfère utiliser des choses beaucoup moins précises, plus empiriques et qui sont centrées sur ce qui est pour moi important. C'est-à-dire finalement, est-ce que tu es bien dans ta boîte? Est-ce que tu es bien dans ton projet? Est-ce que tu arrives à être efficace? Est-ce que tu es content de ce que tu fais, quoi? C'est un peu ce qu'on fait nous, avec Promise où, l'objectif c'est que les gens dans les équipes puissent se partager des connaissances et de l'expertise. Donc évidemment, quand on parle de retour sur investissement, soit tu as des retours très court terme, ça va être, accélérer les revues de code, accélérer l'onboarding, tous ces éléments-là qui, eux, sont assez court-termistes. Mais après, on se base plus maintenant forcément sur des indicateurs, sur le nombre de bugs ou la délivrabilité, par exemple, du logiciel. Parce que ça, c'est des indicateurs qui vont être, par exemple, qui vont sortir des Dora Metrics sur le lead time, etc. Et ça, il faut déjà que l'entreprise les suive avant. Et évidemment, ça met du temps à évoluer. Mais le vrai retour sur investissement final, il doit être là. Et enfin, je pense personnellement que c'est que l'entreprise va être plus compétitive, va pouvoir sortir de la valeur plus régulièrement et va avoir moins de bugs. Mais évidemment, ça, c'est des choses qui dépendent de plein de facteurs différents. Donc ça va être en fait, c'est une sorte de pari un petit peu que doit faire l'entreprise de se dire, bah, je fais le pari que, en investissement sur le potentiel de mes équipes et sur leur manière de produire du logiciel de qualité, j'estime que ça va avoir un impact positif pour moi. Mmh. Il y a une question d'Arnaud qui est super intéressante. Euh, je la mets ici. Est-ce que le meilleur ennemi du craft, est-ce que ce ne serait pas lui-même? Avec certains qui vont avoir des visions un peu prosélytistes et arrogantes, une sorte de dogmatisme, j'ai l'impression, qu'on peut retrouver de temps en temps lorsqu'on a des personnes qui viennent essayer de pousser des nouvelles manières de faire. Ouais, alors il faut quand même pas oublier que pour moi, encore aujourd'hui, pour moi, le plus gros ennemi du craft, c'est l'ignorance, hein. Heu, Mm. faut quand même pas exagérer. Même si aujourd'hui le craft a le vent en poupe, ça devient même un peu trop trendy, mais pour moi, voilà, l'ignorance reste le facteur numéro un. Après effectivement, comme partout, tu vas avoir des degrés différents d'ouverture ou de dogmatisme dans la manière d'amener les choses. Il y en a qui se positionnent de manière très directive et d'ailleurs c'est, souvent plus ou moins assumé, tu vois? Et puis il y en a qui vont être plus coulants, si tu veux, moi j'ai pas de, dans tout mouvement, ça c'est un truc que j'ai lu, j'ai perdu les sources et je regrette bien, mais, j'avais vu un bouquin sur les changements un peu radicaux. Dans tout mouvement, les extrêmes servent les modérés, en fait. Parce qu'en fait, les extrêmes redéfinissent une ligne de frontière. Moi, avant, je veux dire, avant qu'il y ait certains, influenceurs sur LinkedIn qui fassent parler d'eux et de manière un peu virulente, c'était moi qui bousculais les gens, tu vois? Mm. J'ai aidé à définir une frontière et j'étais un peu le fou de l'histoire. Et puis quand il y a des gens qui sont arrivés en disant: «Vous êtes tous des gros nuls, vous travaillez comme des pieds, maintenant il faut travailler comme ça, point barre». Moi, je suis passé pour un modéré, si tu veux, à ce moment-là. Je suis passé pour un bisounours, si tu veux. Donc tout est une question de référentiel, d'ancrage et les 2 s'aident. Après effectivement, ça laisse des traces, on le voit, hein, mais de toute façon, je ne crois pas qu'un mouvement puisse rester, cohérent et intègre et fidèle à ses valeurs dès lors qu'il prend de l'ampleur, en fait. Dès lors qu'il prend de l'ampleur, qu'il y a pas de centralisation, bah, c'est chacun, forcément, s'approprie les choses à sa manière et devient le chantre du truc. Sauf qu'à la fin, on est tous chantres de la même chose sous la même bannière, sauf qu'on a des manières très différentes de voir les choses. Mais vu de l'extérieur, c'est pas, on rentre, dans des débats d'experts et ça nous dessert, en fait. Ah, c'est vrai que alors dans le chat, il y a une conférence qui tourne sur le sujet. Il y en a marre du software craftsmanship. Ouais, Qui a il faut été, vraiment que j'aille la voir celle-là, ouais. justement, c'est une bonne transition parce que dans 2 semaines, on recevra Julien Topsu, du coup, qui a fait cette conférence, avec Aurélien Rambaud, qui est aujourd'hui parmi nous dans le chat, qui est coach craft chez Mano Mano, pour parler de l'utopie du craft à l'échelle et justement des problématiques lorsqu'on veut imposer, entre guillemets, ou qu'on veut pousser du craft à grande échelle. Quelles sont les contraintes? Et justement, Julien viendra parler un petit peu de toutes ces problématiques d'égoless et des biais qu'on peut avoir, et qui fera une bonne continuité de cette discussion où là, on est vraiment sur la posture de coach. Là, on parlera plus à l'échelle, un petit peu comment ça se passe. Mais oui, c'est des vrais sujets aujourd'hui. C'est vrai
pour répondre à la question d'Arnaud sur, est-ce que justement il n'y a pas des personnes qui vont desservir le craft? Hem, Personnellement, j'ai une vision où, le craft pour moi, c'est les 4 valeurs du manifeste pour le software craftsmanship. C'est, rentrer dans une démarche, d'amélioration continue et être dans une posture de partage constante avec les autres pour faire progresser tout le monde. Donc notre but, c'est, de progresser personnellement et de faire progresser les autres. À partir de là, si on met en avant juste ces valeurs-là, on ne devrait pas avoir d'effet déviant fort. Par contre, quand des personnes essayent d'imposer des manières de faire, par exemple, il faut absolument faire du DDD partout, c'est la bonne manière de faire. Le DDD, ça doit être un outil qui doit servir un problème ou une problématique et la problématique qu'adresse l'entreprise. Donc c'est vrai que si on a l'impression que, on a juste, un seul outil à appliquer tout le temps, on ne va pas construire un bâtiment entier juste avec un marteau. Donc c'est vrai que c'est intéressant qu'une vraie personne en posture de coach ou de mentor puisse comprendre vraiment la problématique de l'équipe. C'est ce que disaient aussi d'autres personnes dans le chat, hein. Ce qui est important, c'est de s'intégrer comme un membre à part entière des équipes, comprendre vraiment les problématiques et puis, comme tu disais Benoît, y aller étape par étape et surtout pas essayer de faire déplacer la montagne avec, plein d'outils que les gens ne connaissent pas encore, mais y aller petit à petit pour essayer de résoudre des problèmes et avoir des quick wins un petit peu. C'est dans Zombieland, hein, qui dit: «Il faut savourer les petites victoires». Mmh mh. Voilà, belle citation. Et effectivement, c'est intéressant que l'équipe puisse, heu, savourer un petit peu des petites avancées sur, comme tu disais au début, ça peut être du nommage qui semble assez anodin, mais en fait, c'est une première partie vers, tu vois, un langage, non ambigu qu'on peut avoir. Donc tu vois, c'est une première marche pour accéder un petit peu, au domaine driven design, par exemple. Pareil sur des value objects et cetera. On peut dire, bah, voilà, on présente un concept sans le nommer, en expliquant un petit peu à l'équipe, en disant: «Tiens, ça pourrait peut-être vous aider de passer là-dessus». En fait, petit à petit, les gens vont se dire: «Bah, en fait, c'est marrant parce que ces concepts, ils viennent d'un mouvement et ils viennent de choses qui sont poussées par le DDD». Et en fait, eux-mêmes, si ça se trouve, ils vont pouvoir creuser. Puis, comme ça, quand tu seras parti et que tu auras fini ton coaching, en fait, ils continueront cette démarche d'apprentissage. Mmh. Tout à fait. Tout à fait, complètement d'accord avec ça. Alors, Nicolas dit: «Les extrêmes décalent la fenêtre d'Overton». Ben, voilà, clairement, je c'est exactement le process. C'est-à-dire que les idées nouvelles, les extrêmes, les radicaux viennent faire bouger les lignes et rendent des idées qui étaient, étranges à, mmh, à mainstream, tu vois? Moi, je l'ai vécu en 2001, je prenais mes premiers stagiaires, j'étais recruté et j'embauchais les premiers stagiaires dans la startup où j'étais. Et c'est moi qui m'occupais un petit peu d'aller voir, les universitaires, tout ça. On avait une université avec qui on avait un partenariat et on leur prenait tous les ans 2-3 stagiaires et au début, quand je leur parlais de nos process qui étaient basés sur l'extreme programming, ils nous regardaient avec des grands hurons, mais vraiment très grands hurons, quoi. Hem, 8 ans plus tard ou 10 ans plus tard, 2021, je attends 2001, non, je démarre en 2001 et je me lance en 2010, donc ouais, un truc, du genre 8 ans plus tard. C'est eux qui nous expliquaient c'est eux qui m'expliquaient l'agilité en m'expliquant, en me disant: «Oh regardez comme c'est chouette, comment nos stagiaires travaillent», lors des présentations, tu vois? Donc tu as vraiment ce truc de j'ai vu sur l'agilité le mouvement passer d'underground à mainstream Mmh. et je crois que c'est ce qui est en train d'arriver au craft, pour le meilleur comme pour le pire. Parce que c'est ce que je pense que tous les gens qui aiment ce mouvement, ont plutôt envie qu'il se diffuse, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que, avec le passage à l'échelle, encore une fois, il y a de la perte en ligne, quoi. Ouais, c'est un peu l'écueil qu'il y a eu avec, l'agilité, puis Safe et tous les modèles Mmh. derrière, Mmh, mmh, passage à mmh. l'échelle où effectivement tu as un certain rejet, hein, de ça. Et il y a beaucoup de conférences d'ailleurs qui tournent sur, en fait, plutôt que de passer à l'échelle quelque chose, découper justement, découper, l'entreprise en petites unités et faites des choses vraiment dans des contextes précis. Et en fait, être agile, c'est que, chaque équipe soit, alignée avec ses pratiques à elle. Et c'est aussi quelque chose que pousse Julien Topsu qui dit, en fait, c'est normal que des équipes n'aient pas les mêmes pratiques et que des équipes n'aient pas forcément le même niveau et la même culture. Mais le plus dur, c'est d'essayer de les faire évoluer ensemble au même rythme, au même état d'art. C'est un petit peu la problématique qu'on a quand on essaye de se dire, on va pousser tout le monde à faire du TDD dans une entreprise.
En fait, il y en a qui ont jamais vu un test unitaire ou qui savent pas comment on écrit un test unitaire ou à quoi ça sert, et cetera. Et tu en as d'autres qui font ça en fait depuis des années et qui ont déjà plus ou moins démarré le TDD. Mmh. Donc c'est vrai que on peut pas s'attendre à ce qu'en quelques semaines, tout le monde passe un petit peu au même niveau. Donc c'est là où la posture de coach, comme tu disais, bah, c'est super important d'amener un petit peu on va dire ces soft skills pour faire passer tout ça. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu fais toi, Benoît, en fait, aujourd'hui, est-ce que tu accompagnes encore des équipes ou est-ce que tu parles plutôt à des coachs? Comment ça se Alors passe? effectivement, je continue à accompagner des équipes, que ce soit des petites équipes ou à large échelle, avec les outils que j'ai pu créer. Je Maintenant j'ai un effet de levier intéressant lorsque j'accompagne des équipes un peu larges et je suis en train de préparer une formation pour les formateurs. Justement dans le thème un petit peu des constats que j'ai faits, je me suis rendu compte que beaucoup de formateurs, n'étaient pas prêts en fait. Beaucoup d'accompagnants, de formateurs, encore une fois, que ce soit des tech leads, des coachs. Alors en général, les coachs, dès lors que ça devient leur métier, qu'ils prennent un petit peu de recul, ils vont aller chercher des formations. Mais bon, bah, tu vois, un parcours de coach pro, là je parle de coach pro, c'est normé, hein. C'est, heu, c'est des mois de formation. Pas tout le monde va faire cet investissement. C'est énorme, tu vois? C'est un investissement qui Mmh. est énorme. Donc, moi, ce que je suis en train de préparer, c'est une formation, condensée pour donner un petit peu le kit de survie du formateur, pour l'aider à aller justement accompagner le changement. Donc dans cette formation, on va pas parler tech, on va donner des exemples, on va illustrer les exemples à partir de la tech parce que, ben, voilà, on reste sur ce background-là. Mais, on va surtout parler de tout le reste. Dire comment accompagner les équipes, comment, travailler son écoute, comment être vraiment, dans l'empathie, comment comprendre le point de vue de l'autre, comment l'amener à ouvrir la porte du changement de son point de vue. Et je pense aussi y intégrer quelques bases de marketing parce que, encore une fois, quand tu amènes une idée, si tu veux que ce soit un peu sexy, si tu veux que les gens te suivent, tu as besoin que ton idée soit sexy. Et donc ça veut dire apprendre à leur parler. Ah, c'est intéressant, puis on en reparlera en plus dans 2 semaines avec Aurélien Rambaud qui, en tant que coach craft chez Mano Mano, il passe beaucoup de temps à travailler son marketing et il s'est transformé Mmh, un petit peu justement là-dessus. Il dit: «Bah, voilà, je dois me vendre, je dois vendre mon image, je dois mmh. montrer aux gens que je peux les aider et je dois amener des retours d'expérience et cetera». Donc c'est vraiment toute une histoire comme tu dis, de communication aussi derrière sur l'intérêt et l'impact de tout ça. Ça serait facile de croire que parce que les gens sont captifs, ils sont obligés de t'écouter, qu'ils vont réellement absorber ce que tu leur racontes. C'est un piège. En réalité, les gens, si tu les bassines avec quelque chose qui ne s'intéresse pas, ils t'écoutent pas. Et donc, il y a vraiment ce sujet de comment je fais, même si ce sont des gens qui sont captifs, parce qu'ils n'ont pas trop le choix, ils sont un peu obligés de m'écouter. Comment je fais pour rendre mon email sexy? Comment je fais pour rendre la démarche intéressante? Enfin voilà, comment je vends en interne mon truc quand bien même la direction m'a acheté déjà? Ça pose la question de Xavier, qui dit, «Peux-tu donner un exemple d'idée rendue sexy pour, susciter l'adhésion?» Est-ce que tu as un exemple? Beh, tu vois, par exemple, moi, j'ai développé très concrètement sur la communication que tu peux avoir, moi, j'ai développé des compétences dans le copywriting. Le copywriting, c'est l'art vraiment d'écrire pour vendre. C'est-à-dire comment est-ce que j'écris les mots, comment est-ce que j'écris quelque chose pour donner envie aux gens d'acheter. Là, l'acte d'achat, il est pas de sortir sa carte bleue. Il est de t'écouter et d'essayer la technique, le kata, de venir à ton BBL, de venir écouter ta formation, enfin, tu vois? L'acte d'achat, il est autre. Bah, typiquement, ça va être, la manière de rédiger un email. Ça va être la manière d'aborder le sujet. Si tu l'abordes rationnellement en disant: «Si tu fais du TDD, tu vas gagner, tant de temps et tu vas voir, ta vie va être mieux». C'est très différent que si tu pars du problème de ton interlocuteur. Il faut toujours partir du problème de ton interlocuteur. Du Ouais, problème qu'il complètement. rencontre, de pourquoi est-ce que ça le brasse. Enfin là, on revient sur du copywriting de base, tu vois? Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, le métier de coach est beaucoup plus complet que ce qu'on pourrait imaginer, où on se dit: «Bah, c'est juste quelqu'un qui est très bon techniquement». En fait, on est vraiment sur, le métier de communicant, ce qui doit être à base du monde du développement, hein, pour l'ensemble des développeurs, mais les coachs doivent avoir encore plus cette notion de communication et Ouais, et encore une fois, ça dépend du contexte.
Quand je suis embauché, par un petit éditeur dont c'est même pas qui est pas un pure player, qui édite sa propre solution, tu vois, par exemple, je pense à un client là récemment où ils sont assureurs. Mmh. Courtiers en assurance et assureurs eux-mêmes. Ils ont développé leur propre système en interne, ce qui est courageux, tu vois, quand même. Bon, bah, eux, là, le soft, c'est pas leur fonds de commerce. Leur fonds de commerce, c'est l'assurance. Ils ont juste un outillage. Bon, bah, eux, c'est simple, ils sont 4-5 dans l'équipe. J'ai une communication très directe. Ce qui va être encore différent de quand je communique avec une équipe que j'accompagne où ils sont 100-150. Puis là, on m'a pingé pour, un gros client local avec d'énormes enjeux politiques. Tu vas encore pas communiquer pareil. Xavier, tu vois, indique que c'est une démarche rationnelle de partir du problème et c'est vrai qu'on parlait d'émotion plutôt et alors de mon point de vue, il y a des petits effets aussi de quick win qui peuvent être intéressants. C'est, montrer à une équipe, heu, en faisant du pair programming par exemple, tu vois? De développement d'une fonctionnalité complexe avec du TDD, pour leur montrer que, en fait, ce problème complexe qui aurait été très, très dur à résoudre normalement, le fait de faire sous la forme de TDD justement tous ensemble, bah, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place, qui va être très simple à réaliser et derrière qui va avoir pour effet de bord de nous laisser des tests qui vont pouvoir valider la fonctionnalité. C'est vrai que c'est de mon point de vue, c'est vraiment l'exemple qui permet de montrer aux gens: «Bah, regardez, c'est possible». On a eu un tech lead aussi chez Sopra là, qui travaillait avec nous, qui avait fait ce constat-là où il y avait une équipe qui voulait pas forcément passer au TDD parce qu'il disait: «Mais ça va nous prendre 2 fois plus de temps pour les fonctionnalités, de rajouter des tests et cetera». Il leur a dit: «Beh, allez-y, on fait, presque les mêmes fonctionnalités, mais moi je vais les faire en TDD, faites-les à votre manière». Et à la fin, il leur a montré justement, beh, comment il avait fait, c'était quoi la démarche, puis le fait qu'il y ait des tests derrière et il a fini avant les autres, en leur montrant: «Beh, voilà, c'est un exemple concret». Et là, ça a joué sur l'émotion parce que l'équipe s'est dit: «Ah oui, beh, j on aimerait bien acquérir justement ce savoir pour essayer de le faire aussi». Et voilà, il faut ce déclencheur, un petit peu cette émotion de se dire: «Ouais, ça a l'air vraiment intéressant» pour pouvoir, heu, pour pouvoir aller dans cette démarche. Sinon, c'est tout de suite vraiment compliqué, ouais. Je Mmh. vois l'heure qui file. Je Ouais, je vais on arrive faire à le la fin de la time box. je vais faire le timekeeper effectivement. Je vous partage juste un dernier slide qui est, les prochains webinars qu'on va avoir. Donc la semaine prochaine, un webinar assez précis là, sur les pratiques d'éco-conception sur le développement Android. C'est plutôt précis comme sujet, voilà, pour faire de Ah, c'est l'Android. ouf, ouais. Juste après, donc le 1er mars, du coup, la continuité de ce webinar d'aujourd'hui sur l'utopie du craft à l'échelle, avec Aurélien Rambaud, donc coach craft de Mano Mano, et Julien Topsu, qui a fait la conférence Il y en a marre du software craftsmanship. Et un petit peu après, donc la semaine d'après, un autre webinar avec Brian, le fondateur de Dev Theory, pour ceux qui connaissent, qui fait pas mal de vidéos super intéressantes, sur des bonnes pratiques en Vue.js, donc aussi assez précis sur un sujet Vue.js. Merci encore Benoît pour Merci de ton invitation. tout ce que tu as apporté. Bah écoute, moi ça me fait super plaisir d'être de ce côté du micro pour une fois et de pas répondre à ton podcast. Si jamais on cherche à te joindre, Benoît, où est-ce que les gens peuvent te contacter? Où est-ce que les gens peuvent réagir? Artisandéveloppeur.fr pour le site ou benoît@artisandéveloppeur.fr. Et s'il y en a qui sont intéressés par cette formation que je suis en train de mettre au point, moi, ça m'intéresse d'avoir des feedbacks sur les besoins. Donc, n'hésitez pas, enfin voilà, envoyez-moi un petit email pour me pinguer, me dire: «Hey, ça me branche, est-ce qu'on peut en parler un petit peu?» Moi, ça me permet d'ajuster un petit peu le programme. Parfait. Beh, merci encore Benoît pour Merci à ta tous. participation. Merci à tout le monde. Bonne journée et à bientôt. Ciao.